Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Ces dernières semaines, nous avons accueilli Antonin, Yannick et Thibaut, quelques-uns des compagnons d'aventure de Laurent Balesta que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Laurent, pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Laurent Balesta, je suis biologiste marin de formation, je suis photographe sous-marin et j'organise régulièrement des expéditions, euh, des expéditions plus ou moins lointaines, pas forcément au bout du monde d'ailleurs, où le but est d'aller tenter de percer un mystère du monde sous-marin à travers une étude scientifique, mais souvent aussi à travers un défi de plongée, et puis toujours avec la promesse de ramener des images animalières inédites. Voilà comment fonctionnent les expéditions Gombessa. Elles s'appellent Gombessa en hommage au sélacanthe, ce poisson qu'on croyait disparu depuis des millions d'années, qui était réapparu au XXe siècle, que grâce à Peter Tim, un plongeur sud-africain qui aujourd'hui est décédé, nous avons eu la chance d'être les premiers à photographier en 2010. Voilà. Voilà comment. Et le nom local, le nom tribal du sélacanthe dans les Comores, c'est Gombessa. Et voilà pourquoi nos expéditions s'appellent comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de plonger? Et ben, quand j'étais petit, moi, mes parents, ils aimaient bien aller à la plage, tout ça. Et avec mon frère, voilà, on était un peu condamnés presque soit à s'ennuyer sur le sable, soit à prendre nos masques et tubas et aller nager, voilà. Alors c'était pas des endroits remarquablement beaux, hein, c'était les plages de Carnon, Palavas, voilà, c'est juste des plages avec des petits rochers de temps en temps. Rien d'extraordinaire, mais en même temps suffisant pour créer des surprises, pour découvrir des petites choses, pour se faire des petites frayeurs. Parce que moi, j'étais pas accompagné, mais moi, mes parents, ils nageaient pas, ils plongeaient pas du tout. Donc, au contraire, ils nous disaient tout le temps, non, non, n'allez pas dans l'eau, faites attention, c'est dangereux, il y a des méduses, il y a des vives, vous avez mangé, vous devez rester sur le sable pendant 3 heures pendant la digestion, il faut pas retourner à l'eau. Plein d'idées un peu bizarres comme ça de l'époque. Du coup, avec mon frère, aller dans l'eau, c'était vraiment une aventure parce qu'on était livrés à nous-mêmes. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'on n'était pas accompagné, que du coup on avait un peu peur, et que du coup on vivait sincèrement de vraies aventures parce qu'on était tout seul. Et ben c'est peut-être pour ça que j'ai gardé le goût de l'aventure et j'ai pas forcément le goût de la plongée contemplative. Je rêve pas d'aller plonger dans les beaux récifs bien connus des Bahamas ou de la mer Rouge ou des Maldives. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les endroits inexplorés, les endroits où personne n'est allé, les profondeurs où personne n'est allé. C'est ça qui me motive. Et je me demande si ce plaisir-là, il vient pas de l'enfance, quand, avec mon frère, nous étions livrés à nous-mêmes. Peut-être que si j'avais eu la chance, comme toi, d'avoir un papa qui m'emmène faire plein de trucs, eh ben peut-être que j'aurais pas eu le même goût de l'aventure. Voilà, je sais pas. On peut pas trop savoir, mais moi je me l'explique comme ça en tout cas. Tout à l'heure, tu nous disais que toi, tu rêvais pas d'aller plonger aux Maldives ou aux Bahamas, mais est-ce qu'il y a un endroit où tu rêverais d'aller et où t'es pas encore allé? Oh bah il y en a plein, hein, forcément, puisque je suis pas allé partout, hein, loin de là. Je connais des, je connais des touristes qui ont fait beaucoup plus de destinations que moi, hein, beaucoup plus. Voilà. Non, mais je sais, moi, d'abord, j'ai souvent plus envie de retourner quelque part que d'aller quelque part de nouveau. C'est comme ça. Si le hasard va me faire découvrir un endroit, vraiment par hasard, pas forcément parce que je l'ai vraiment cherché. Et à partir de là, une fois que j'aurai mis le doigt dedans, je vais vouloir y retourner très souvent. Donc voilà, je rêve un peu de retourner en Antarctique, je rêve de retourner voir les vacances. Quelle est ta plus belle plongée ou en tout cas une plongée qui t'a marqué? Bah, c'est difficile mais déjà quand pas forcément les plongées des expéditions Gombessa, bien avant, quand j'étais étudiant, euh, à la fin de mes études, par exemple, j'ai eu l'idée de me dire, tiens, et si j'allais plonger
pendant une dizaine de jours si j'allais plonger toutes les nuits. Toutes les nuits, mais pas à 9 heures du soir, quand il fait presque jour encore, mais vraiment la nuit, donc à minuit, seulement à minuit. Et voilà, et donc j'avais mis en place cette idée, et donc pendant une dizaine de jours, tous les jours, je suis sorti le soir à minuit pour aller faire des plongées. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai trouvé le goby d'Andromède, ce tout petit poisson, hein, il faisait 3 centimètres, mais qu'à l'époque, jamais personne n'avait observé, photographié. C'était la première fois que je découvrais et photographiais quelque chose de nouveau. Et alors, j'étais fou de joie, fou d'excitation. Et ce tout petit poisson, il m'a donné aussi plein de confiance en moi. Parce que je savais que la plongée, c'était ma passion, j'avais aucun doute là-dessus. Mais je ne savais pas si j'arriverais à en faire mon métier. Surtout, ça m'a permis de me dire que peut-être que je pouvais vivre de ma passion et pas juste vivre ma passion. Ça m'a donné un peu de confiance en moi. Je découvrais quelque chose que personne n'avait vu avant. C'était peut-être un peu naïf, mais je me suis dit, si je suis capable de trouver un poisson que les autres n'ont pas trouvé, ça veut dire que j'ai des qualités pour ça et que peut-être ça peut être mon métier. Voilà. C'était un peu naïf, hein, mais d'abord parce qu'il y a des gens qui ont toutes ces qualités-là et dont c'est pas le métier. Et pire encore, il y a des gens qui ont absolument pas ces qualités et dont c'est le métier. Alors là, vraiment, c'est un comble. Mais voilà, donc ça m'a donné en tout cas beaucoup de confiance et d'envie de poursuivre là-dedans, trouver toujours le juste milieu entre la prise de vue et l'observation scientifique. Est-ce que tu as déjà eu une panne d'air? Oui, déjà eu des pannes d'air quand j'étais beaucoup plus jeune, un peu plus vieux que toi quand même, mais, mais quand même très jeune. Et j'ai eu j'ai été trop curieux, j'ai continué une plongée trop longtemps, où je suis rentré dans une épave. Et puis j'ai fini par manquer d'air et je suis sorti de l'épave. C'était un peu limite et je me suis fait très peur ce jour-là. Et voilà, c'est pas pour rien qu'il y a des règles, qu'il faut respecter ces règles. Ça m'a servi de leçon. Quel est ton animal sous-marin préféré? C'est quoi mon animal sous-marin préféré? Je sais pas. Depuis quelque temps, à nouveau, c'est l'hippocampe. Parce que j'aime bien, depuis quelque temps, retourner voir les hippocampes de l'étang de Thau, à côté de chez moi. Alors, en ce moment, j'y pense beaucoup. Et ce matin encore, qu'est-ce qu'on était en train de dessiner sur une feuille? Qu'est-ce qu'on était en train de colorier ce matin? Un hippocampe. Eh oui! Aujourd'hui, on a colorié des hippocampes. Mais sinon, mais oui, c'est cela. Waouh, ils sont super beaux. C'était pas un mensonge, on l'a vraiment fait. Mais sinon, peut-être que ce petit goby d'Andromède qui m'a donné tellement de confiance, qui a été le début, qui est le nom de notre société aujourd'hui. C'est un petit poisson. Et puis, depuis quelques années, c'est bien arrivé 2 ou 3 fois, des plongeurs naturalistes le voient eux aussi, le photographient, parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde a un appareil photo. Et ça me fait toujours plaisir quand je vois que quelqu'un poste sur Instagram ou ailleurs une photo en disant: «Ah, j'ai retrouvé le goby d'Andromède», et me fait un petit clin d'œil, me l'envoie ou dit un petit mot sur ma première observation. C'est toujours très touchant de voir que ça que c'est pas passé inaperçu en fait ce petit poisson, de rien du tout. Alors voilà, ça aussi ça compte. Et puis évidemment, hein, le sélacanthe, Gombessa, qui a donné le nom à mes expéditions, c'est sans doute le poisson auquel je dois toute la dimension professionnelle et internationale, compris nos films et mes photos. C'est grâce au sélacanthe que j'ai fait ma première publication dans National Geographic il y a un peu plus de 10 ans. C'est grâce au sélacanthe que s'est créée l'équipe Gombessa avec des plongeurs fantastiques que tu as déjà interviewés. Donc ce poisson, il est à l'origine de plein de choses. Voilà. Tout à l'heure, tu nous disais que t'aimais bien aller, par exemple, voir les hippocampes à côté de chez toi, mais donc tu plonges encore juste pour le plaisir et pas pour le travail? Mais c'est un peu la même chose pour moi. Je fais pas vraiment de différence. Ça me fait toujours plaisir d'aller plonger. Des fois, quand on est très fatigué parce qu'on a enchaîné beaucoup de plongées, on aimerait bien faire une pause.
Mais je sais très bien que quand on fait cette pause, on le regrette presque instantanément et qu'on se dit: «Ah quand même, peut-être que j'aurais dû y aller». Je ne sais pas pourquoi on distingue, enfin, je comprends qu'on distingue le plaisir et le travail parce que pour beaucoup de gens, le travail, c'est très pénible, très dur, très voilà. Moi, j'ai la chance que ça soit pas comme ça. À la limite, ce qu'il faut distinguer, c'est quand est-ce que c'est épuisant, quand est-ce que ça l'est pas. Alors oui, mais mon travail peut être épuisant, vraiment épuisant. Mais c'est pas pour autant que c'est pas du plaisir. Quand on plonge dans l'Antarctique où il fait très très froid, les plongées sont éprouvantes à l'extrême. On sort, on est anéanti par le froid, on peut plus bouger, on n'arrive même plus à parler. Bon, donc bien sûr que c'est épuisant, mais c'était quand même une joie, un privilège et donc un plaisir de le faire. Alors voilà, c'était une joie et un privilège. C'était pas forcément un plaisir puisque c'était douloureux, mais on est tous prêts à recommencer parce que c'est une telle chance, un tel privilège de pouvoir le faire. Voilà. Donc, il faut bien distinguer ça. Je suis pas un épicurien qui cherche le plaisir tout le temps, à se faire plaisir. Moi, ce que je cherche, c'est assouvir ma curiosité, c'est essayer de faire des images inédites, comprendre des choses. Voilà où est mon plaisir. Donc la plongée, c'est une joie et un plaisir, mais est-ce que tu as quand même des appréhensions quand tu plonges? Oui, oui, bien sûr, et même de plus en plus. On pourrait croire qu'avec avec l'expérience, du coup, on maîtrise mieux et donc on a moins peur parce que voilà. Et en fait, c'est tout le contraire. Plus on est expérimenté, plus on mesure mieux les dangers. Et donc, on comprend ces dangers. Finalement, celui qui a le moins peur, c'est souvent le débutant passionné qui ne se rend pas compte et qui voit que le plaisir d'aller sous l'eau, etc. Et avec le temps, voilà, aujourd'hui, enfin, il y a 20 ans, quand je faisais une plongée très profonde, j'étais juste excité d'y aller, c'est tout. Aujourd'hui, quand je fais une plongée très profonde, je pense aussi à tous les accidents qui peuvent arriver. Je repense à tous les accidents qui sont déjà arrivés, pas forcément à moi, mais à des gens que je connaissais. Et certains sont même décédés lors de ces plongées, ont eu un accident fatal. Et ça devient des fois même un peu obsessionnel de repenser à tout ça. Est-ce que tu penses que c'est aussi lié au fait que tu sois devenu papa? Peut-être un peu, c'est sûr que ça, ça sera difficile de vérifier, mais pas que, en tout cas, pas que. Dans le sens que je me suis bien rendu compte les dernières années avant d'avoir des enfants que je m'inquiétais beaucoup plus qu'avant sur mes plongées. Ce qui a vraiment changé avec les enfants, c'est le sens qu'on donne à tout ça. Je me verrai plus aujourd'hui partir comme ça sans un vrai projet qui ait du sens. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais voilà, j'ai besoin de plus de bonnes raisons pour partir. Ça, c'est une vraie réussite parce que là, on valide une nouvelle méthode de plongée qui sera peut-être utile à d'autres. Voilà. Donc, c'est pas juste une performance personnelle, c'est un pas de plus dans les capacités d'exploration du milieu sous-marin. Voilà, on n'a pas inventé le scaphandre autonome, les plongées comme Cousteau il y a un demi-siècle. Mais on vient de prouver qu'il y a un petit truc qui est possible d'être fait et qui permet de rester encore plus longtemps à des profondeurs qui sont loin d'être négligeables. Ouais, il y a une fierté parce que c'est une vraie contribution à l'art de plonger, à l'art d'aller voir sous l'eau ce qu'il se passe. Alors, Gabin a lu le livre que tu lui as offert et dédicacé, et il avait une petite question pour toi. Alors, elle est bizarre parce que tout le monde va pas comprendre s'ils l'ont pas lu. J'ai vu que tu avais trouvé une casserole. Ah ouais. Est-ce que tu l'as gardée? Oui. Oui, oui. Je l'ai pas ici dans ma maison à moi, mais elle est dans la maison de mon papa. Elle est dans la maison de mon père. Waouh! Et avec quelques vieux objets de mes premières plongées. Et je sais qu'elle y est toujours C'est trop bien! sur une étagère. Tôt ou tard, elle va disparaître, c'est sûr, parce qu'un jour ou l'autre, il va y avoir un ultime déménagement ou
rangement d'été et puis cette petite casserole qui doit traîner sur une étagère sur laquelle il y a toutes mes vieilles affaires pourrait disparaître. Mais oui, j'avais même fait une petite étiquette que j'avais accrochée à la poignée de cette casserole. Alors, c'était pas tout à fait une casserole, ça ressemblait plutôt à une petite poêle, pour être exact. Mais j'avais l'impression d'avoir fait une découverte archéologique majeure ce jour-là. Et j'ai deux, trois petites choses comme ça. Après, sur des épaves un peu plus significatives, normalement c'est interdit, mais ça m'est arrivé quand j'étais gamin de remonter des petites bouteilles en verre très jolies. Et même une fois, ça c'est terrible, mais moi ça m'avait fait une telle émotion. Dans une épave, j'ai trouvé le reste d'une mâchoire humaine. Dans une épave profonde à Marseille, une très vieille épave. Et voilà, je crois que j'avais 18 ans quand j'ai trouvé ça. Ça m'a très, très impressionné de trouver ça. C'est sûr. Voilà. Mais la casserole, je l'ai toujours aussi. Donc, à l'époque où tu as commencé la photo, c'était en argentique, donc tu pouvais pas faire autant de photos qu'on peut en faire aujourd'hui. Et les développer, ça avait un coût, donc tu pouvais pas mitrailler n'importe comment. Comment est-ce que tu as atteint le niveau que tu as aujourd'hui en photographie et en technique? Est-ce que tu as pris des cours, tu as suivi des formations? Non, moi je pense pas être très fort en technique. D'ailleurs, je suis toujours très impressionné quand je vois certains techniciens me raconter des choses. Voilà. Après, comment j'ai appris? Mais j'ai appris tout doucement, très lentement. Il n'y a rien de très impressionnant parce que j'ai appris tout seul, mais très lentement. Très, très lentement. Voilà. Moi, pendant près de 10 ans, j'ai fait des photos sans que ce soit vraiment mon gagne-pain. J'ai commencé à l'adolescence et jusqu'à 25 ans presque. Je faisais mes photos comme ça, en parallèle pendant mes plongées, un peu sur le côté quand j'étais moniteur de plongée, un peu sur le côté quand je faisais mes études de biologie. Voilà, je trouvais plein d'occasions de pouvoir faire des photos, mais c'était pas j'avais pas l'obligation d'avoir un résultat irréprochable parce que je devais le vendre. C'était pas le cas. Donc ça m'a donné du temps pour apprendre, pour essayer plein de choses, peut-être même pour trouver mon style en quelque sorte. J'ai tout de suite été un peu contrarié, moi, par les contraintes de la photographie sous-marine. Enfin, j'en avais conscience que le grand angle, c'est bien, mais ça a ses limites, tout devient tout petit, que la macro, c'est très bien, mais ça a ses limites parce qu'on voit pas le décor qu'il y a autour. Et tout ça, moi, ça me contrariait et j'essayais de trouver des solutions. Et je pense que ça m'a aidé à trouver mon style qui ensuite, grâce au numérique, a pu se mettre en place plus facilement. Les grandes photos de paysages sous-marins, où on voit des plongeurs tout petits dans des très très grands décors. Ça, je crois que je ne suis pas le seul, mais sans doute quand même que j'ai été un des premiers à faire des images comme ça. Et puis surtout, toujours garder à l'esprit que, enfin, quand on fait des photos, que ce qui compte, c'est le sujet, quoi. Pour moi, faire une belle photo, c'est d'abord trouver un bel animal, quoi. Enfin, tout simplement. Trouver une belle situation, une créature ou un paysage qu'on n'a jamais vu, ou un comportement qu'on n'a jamais vu. C'est ça le plus important. Et une fois qu'on a ça devant les yeux, après, c'est pas difficile de faire une belle photo, surtout de nos jours. Alors, il y a 20 ou 30 ans, peut-être que c'était encore difficile, l'argentique et tout. C'est pas parce que le sélacanthe est devant toi que tu vas réussir à faire une belle photo. Mais de nos jours, avec le numérique et toute la facilité de vérifier instantanément, de corriger, de faire des multi-expositions, de faire du bracketing, de faire du HDR, de faire du stacking photo. Enfin, il y a tellement de techniques pour améliorer le résultat final que le plus important, ça reste de trouver le sujet. Et je crois que ceux qui s'évertuent à penser le contraire, à dire que non, c'est l'auteur, le photographe qui va faire la belle photo et c'est pas le sujet, c'est peut-être vrai dans certains domaines. Si demain tu décides d'aller photographier la Tour Eiffel, tu as intérêt d'être un sacré artiste avec une vision très personnelle parce que des millions de gens avant toi ont photographié la Tour Eiffel. Donc là, peut-être que oui, c'est le photographe qui fera la photo. Mais quand tu descends voir le sélacanthe, c'est le sélacanthe qui fait la photo. Je tiens à préciser pour nos auditeurs que tu publies dans le National Geographic et que tu as été élu plusieurs fois au Wildlife Photographer of the Year. Est-ce que tu conseilles de faire des formations Lightroom où
tu penses que c'est mieux d'apprendre par soi-même en découvrant un peu les logiciels? Non, non, je pense pas que ça soit moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense d'abord qu'il faut apprendre à plonger, qu'il faut apprendre les animaux, lire tout ce qu'on peut, faire de la biologie. Il y a pas besoin d'aller à l'université pour faire de la biologie, hein. On peut regarde, en France, il y a les formations fédérales, on peut apprendre la biologie dans un club de plongée, très intéressant pour apprendre un peu tout ça. Il y a plein de choses comme ça, à faire. Après oui, si on veut faire la photo, il faut apprendre les rudiments. Mais là aussi, au sein de la Fédération française, il y a des formations à la photo. Et après, oui, évidemment, aujourd'hui, la photo, c'est pas que la prise de vue, c'est aussi derrière le traitement de l'image, comme à l'époque faisait un laboratoire photo avec le film que tu lui amenais, il faisait un traitement, même si c'était une autre personne qui le faisait, il y avait quand même ce travail de traitement derrière qui était plus limité d'ailleurs. On ne pouvait pas faire des tonnes de choses. Aujourd'hui, c'est fou tout ce qu'on peut faire après. Et en plus, on le fait tout seul. Donc finalement, aujourd'hui, le photographe est encore plus un auteur personnel. Puisque à l'époque, il y avait celui qui faisait la photo, et puis celui qui développait le film, celui qui faisait le tirage photo sur du papier. Ça pouvait être trois personnes différentes finalement. Aujourd'hui, un auteur peut être à la cheville ouvrière de toutes ces étapes. La prise de vue, le traitement, le tirage, etc. Et donc, ouais, c'est important d'apprendre tout ça. J'imagine qu'il y a des bons tutoriels, etc. Mais pour gagner du temps et pour faire les choses comme il faut, c'est très bien de se former, oui. Le danger, il y a toujours un petit danger à la formation, c'est le formatage. C'est-à-dire que quand on se forme, ben forcément, après, on fait tous un peu pareil. Mais ça, c'est à chacun de cultiver sa personnalité, l'originalité des sujets, etc., pour rester, d'avoir une vision encore personnelle. Parce que si la seule solution pour avoir une vision personnelle, c'est de tout apprendre tout seul, bon, ça peut marcher, mais il faut beaucoup de temps, hein. Dans mon cas, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Mais pour d'autres, ça peut être plus rapide, hein. Alors, on a déjà fait les interviews de, Yannick, Thibaut et Antonin et je leur ai demandé s'ils avaient une petite question à te poser. Donc, j'ai une question de la part de Yannick qui voudrait te demander si tu portes des lentilles pour avoir les yeux aussi bleus. Et il a toujours été jaloux de mes yeux bleus. Ça, c'est un gros problème pour Yannick, ça. D'ailleurs, je peux faire la démonstration puisque ce matin, je n'ai pas de lentilles de contact. J'ai mes lunettes et vous pouvez constater que mes yeux sont bleus. Authentique. J'ai hérité des yeux de ma mère. Alors, on a Thibaut qui voudrait te demander quel est le prochain truc fou et inimaginable que tu leur réserves. Euh, eh bien, on va peut-être aller voir, alors pas tout de suite, mais peut-être dans 1 an ou 2, la plus grande colonie au monde de langoustes. Mais je parle de centaines de milliers de langoustes réunies toutes ensemble. Et c'est dans les hautes latitudes, au sud de l'océan Indien, autour d'une petite île française qui s'appelle Saint-Paul. Et au large de cette île qui s'appelle Saint-Paul, il y a un mont sous-marin qui remonte à 70 mètres. Et dans une mer froide et très agitée, sous un ciel gris, on va descendre là-bas, tout en bas, pour aller voir la plus grande colonie au monde de langoustes. Waouh! Je ne sais pas si on va y arriver. Je ne sais pas si on va même se retrouver sur ce bateau prêt à faire cette plongée, mais en tout cas, c'est dans ma tête pour l'instant. Et ça se pourrait que ça se fasse bientôt. Est-ce que tu te souviens de la première rencontre avec ton premier requin-marteau? C'était en 1998, c'était à Rangiroa, et je faisais là-bas mon service national parce que quand j'étais étudiant, enfin voilà, quand j'avais 20 ans, il y avait un service national obligatoire, c'est-à-dire que tous les enfants qui avaient entre 18 et 24 ans, après leurs études, devaient partir faire un service, le plus souvent un service militaire. Et moi, j'avais fait un service national en tant que biologiste marin, service des ressources marines de Rangiroa. Donc, je me suis retrouvé pendant 1 an et demi, mis à disposition pour le ministère de la mer de la Polynésie. Ça m'a permis de voir mon premier grand requin-marteau grâce à un guide de plongée extraordinaire qui s'appelle Yves Lefebvre, qui m'emmenait avec lui plonger chaque fois que je pouvais. Alors, c'était un grand privilège parce que lui, il connaissait cet endroit depuis presque 30 ans.
Et donc, c'était un privilège de pouvoir être à ses côtés et ça m'a permis de voir mon premier grand requin marteau. Et je me souviens quand je l'ai vu, on était d'abord au milieu des requins gris, des petits requins gris, et tout à coup, tous les requins gris ont disparu instantanément parce que le grand requin marteau est arrivé. Est-ce que tu sais combien de plongées tu as faites? Non, je ne sais plus exactement. Je ne les compte pas aussi bien, aussi sérieusement que le fait Thibaut, par exemple. Mais en toute logique, je pense que je dois être à peu près à 6000 plongées. Moi, ma chance, c'est que ces plongées sont très variées, souvent, très très variées. Mais il y a des moniteurs de plongée qui en ont bien plus que ça parce qu'ils plongent 3 fois par jour toute l'année. Après, de nos jours, le nombre de plongées, c'est moins significatif que le nombre d'heures. Maintenant qu'on plonge en recycleur, moi, je pense que c'est plus important, ça a plus de sens d'avoir fait 5 heures de plongée. Et donc, on pourrait dire que c'est une seule plongée, mais elle a duré 5 heures. Là où quelqu'un va faire 6 plongées de 40 minutes. Il faudrait parler du nombre d'heures passées sous l'eau. Le commandant Cousteau avait, son bonnet rouge. Est-ce que, la combi rouge, c'est un clin d'œil à Cousteau? Oui, dans une certaine mesure, un peu. Mais les gens ne savent pas que on connaît bien les combinaisons toutes noires avec le trait jaune chez Cousteau. On connaît bien ensuite, un peu plus récemment, les combinaisons argentées avec un trait noir. Voilà les combinaisons dont on se souvient du commandant Cousteau. Mais on oublie que lorsqu'il avait fait son expédition en Antarctique, eh bien, les plongeurs de la Calypso avaient des combinaisons rouges. Donc, quand j'ai eu la chance de partir faire mes toutes premières plongées sous glace, grâce à Nicolas Hulot, dans le lac Baïkal, en Sibérie, je me suis dit que j'allais, comme il fallait que je me fasse fabriquer une combinaison étanche pour aller là-bas, je me suis dit que j'allais la faire toute rouge, petit clin d'œil aux plongées sous glace du commandant Cousteau, même si c'était pas en Antarctique, mais voilà. Et puis, ça m'a apporté chance et puis je les ai gardés. Et puis, il y a eu un jour aussi où ça a été décisif avec Yannick et Cédric Gentil. Nous étions au Kamtchatka, enfin dans les îles Kouril. C'est des îles qui sont entre le Japon et la péninsule du Kamtchatka en Russie. Donc, c'est des îles très sauvages, très éloignées de tout. Et on était sur un bateau russe avec un équipage russe qui était pas très, enfin, qui nous inspirait pas très confiance. Et un jour, on est parti à l'eau en disant attention, hein, on descend là, on va ressortir dans 1 heure, et, soyez bien au rendez-vous pour nous récupérer. Et quand on est sorti de l'eau 1 heure plus tard, ben, il n'y avait plus de bateau. Et plus du tout de bateau. L'eau était glaciale, hein, c'était de l'eau à 6 degrés. Le jour touchait à sa fin en plus, donc on avait vraiment peur d'être perdu. Donc il n'y avait qu'une solution, c'était nager vers la côte, qui était quand même assez loin. Donc on a nagé, on a fini par arriver au bord. Mais quand on est arrivé au bord, c'était des falaises difficiles d'accès, enfin bon, c'était compliqué. Et Cédric, lui, n'avait pas d'appareil photo ni caméra. Et donc, c'est lui qui est parti, qui a enlevé sa bouteille et en combinaison, il a grimpé sur les rochers pour faire signe au bateau qu'on voyait. Hein, c'était un tout petit grain de riz très très loin à l'horizon. On le voyait à peine et on se disait qu'il devait nous chercher, mais pas au bon endroit, quoi. Donc, il est monté sur ce rocher, il a fait des signes et des signes autant qu'il pouvait, mais personne ne le voyait. Et puis, il avait une combinaison noire sur les rochers noirs. Et je me suis dit, peut-être qu'avec ma combinaison, donc moi, à mon tour, j'ai posé mes affaires, je suis monté sur les rochers et là, le bateau nous a vus. Là, le bateau nous a vus grâce à ma combinaison rouge. Et donc, ils ont pu venir nous chercher et il était temps parce qu'il commençait presque à faire nuit. Enfin, il allait bientôt faire nuit et là, ça aurait été un problème. Voilà, et du coup, à partir de là, j'ai dit que désormais, chaque fois que je monterai une expédition, où que ce soit, qu'il fasse froid ou chaud, on aurait des combinaisons rouges pour être bien visible en surface. Et en même temps, le rouge sous l'eau, ben, c'est une bonne couleur de camouflage parce que dès qu'on a dépassé 5 mètres de profondeur, ben, le rouge devient gris, quoi. Et c'est une couleur neutre et passe-partout qui qui est, qui est pas inquiétante pour les animaux. Est-ce que, tu préfères la photo macro ou la photo grand angle? Et pourquoi? Oh, ça m'est égal. Je sais pas, la technique m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est montrer des choses. Tu vois, j'aime autant montrer les immenses décors. Et là, ça demande des grands angles. Et puis après, montrer des toutes petites créatures très difficiles d'accès et qui, elles, demandent souvent des objectifs macro.
j'ai pas de préférence pour une technique ou une autre. Encore une fois, moi, ce qui me plaît, c'est les sujets, c'est pas la photo elle-même. Après toutes les explorations et toutes les plongées profondes que tu as faites, est-ce qu'un jour tu aimerais bien faire une plongée profonde, comme, James Cameron pour Avatar en sous-marin? Ou est-ce que c'est vraiment la plongée en elle-même, qui t'attire? Non, j'aimerais bien sûr. Après, je pense qu'en moi, il y a quand j'aime bien quand même le côté, la dimension physique, d'être au contact, d'y aller, qui est cet effort physique, cet effort, cette démarche presque sportive. Ça me plaît beaucoup. Me sentir moi-même poussé dans mes retranchements physiques et techniques, ça, je trouve que c'est très excitant, très motivant. Voilà. Donc à partir de là, le sous-marin, il m'offrira pas ça. Au contraire, tu es à l'abri, tu es dans même s'il doit y avoir d'autres inquiétudes, d'autres audaces, hein, mais voilà. Par contre, la curiosité naturaliste, elle est là. Donc oui, si j'avais l'occasion d'aller à 1000 mètres, à 3000 mètres, à 6000 mètres ou à 10 000 mètres comme lui, bien sûr, j'aimerais bien, ouais, ouais. Mais je sais que quand même, j'aime bien aussi l'idée d'y aller physiquement, quoi. On n'osait pas s'approcher de cette meute. On restait au-dessus, 10 mètres au-dessus. On l'a filmé de loin. On était là, les genoux sous les épaules, tellement on craignait tout ce qui pouvait dépasser de mâchoire de cette meute rassemblée comme une boule de requin impénétrable. On a commencé à oser descendre un peu sur les bords. On gardait toujours nos distances, mais on se rapprochait un peu du fond. Mais ça reste impénétrable. Qu'est-ce qui se passe ici, là, au plein milieu de la meute, quand on est autour? En étant à ce niveau-là, c'est arrivé quelquefois qu'on commence à se faire bousculer par les requins. Et on s'est aperçu que nous n'étions pas des cibles, nous étions juste des obstacles. Est-ce que quand tu as commencé le recycleur, tu avais des tables ou est-ce que tu avais déjà un ordinateur qui programmait, les différents gaz et cetera? Non, non, au tout début des recycleurs, on n'avait pas d'ordinateur, donc c'était un peu compliqué, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Donc on prenait des marges, c'est-à-dire que, par exemple, j'utilisais un ordinateur Nitrox avec mon recycleur et heu, je savais que je ferais plus de paliers que nécessaire, mais c'était toujours mieux que si j'avais pris un ordinateur R, par exemple. Voilà. Mais évidemment, l'ordinateur Nitrox ne prenait pas en compte le fait que quand je remontais, j'enrichissais le mélange en oxygène. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Et alors, quand on plongeait très profond avec de l'hélium, là, c'était encore plus du bricolage. On récupérait des tables de plongée du ministère du Travail, mais qui étaient très, très restrictives. Voilà, on faisait comme on pouvait. En général, la façon de faire comme on pouvait, ça allait dans le sens de la sécurité, c'est-à-dire on faisait plus de paliers qu'il n'en fallait. Est-ce que, il y a un animal que tu aimerais photographier, mais que tu as pas encore photographié ou que tu as même pas encore vu? Ah ben oui, oui, par exemple, le calamar géant, ça, ce serait extraordinaire d'être face à face, avec un calamar géant et pourquoi pas une scène de prédation, un cachalot et un calamar géant. Ça, ce serait fantastique. C'est un peu c'est un peu utopique et puis c'est a priori, hein, jusqu'à preuve du contraire, il semblerait que ça se passe à des milliers de mètres de profondeur, donc pas simple. Quand est-ce qu'on plonge ensemble? Ben, je sais pas, quand vous repassez par Carnon ou si on se croise en Corse cet été ou je sais pas. En Polynésie? Ou en Polynésie, si effectivement, si tu as la chance que tes parents t'emmènent jusque là-bas, peut-être on se croise là-bas. Ça, je pense qu'il va falloir beaucoup de négociations, hein. Ouais, je suis même pas sûr qu'il faille beaucoup de négociations. Ah là là, peut-être pas. Il y aurait négociation si l'envie n'était que la tienne. Je suis sûr que ton père a autant envie que toi en Je Polynésie, hein. pense aussi. Est-ce que justement quand tu pars en vacances, tu plonges ou est-ce que, pas du tout? Moi, jusqu'à présent, je partais jamais en vacances. Ce que je préférais, c'était continuer à travailler, à monter mes projets, partir plonger. J'ai jamais eu le besoin de dire, «J'arrête de plonger». Maintenant, c'est un peu différent. Maintenant que j'ai des enfants,
les vacances, même si elles restent au bord de la mer, s'apparentent à quand même quelque chose de plus facile. D'aller faire du palm tuba avec ma fille, tout ça. Donc ça, c'est vrai que ça s'apparente un peu aux vacances. Mais si, ça m'arrivait quand même quelques jours dans l'année, et encore, là, ça fait au moins 4 ans que c'est plus arrivé, d'aller un peu à la montagne avec des guides de haute montagne. J'avais la chance d'avoir des copains guides de haute montagne et d'accéder à des sommets vierges où on redescendait en ski ou en surf, de manière enfin, que dans du hors-piste. C'était génial. Mais c'était peut-être 3 jours dans l'année. J'ai remarqué qu'à Andromède, vous faites tous des footings le midi. Donc, c'est parce que vous avez besoin d'une bonne condition physique et d'une bonne hygiène de vie pour plonger? Moi, c'est ce que je pense, hein. Après, il suffit d'aller sur un bateau de plongée en bord de mer pour voir que tout le monde ne pense pas la même chose. Mais je pense que oui, quand on fait des plongées un peu engagées, quand on fait ces plongées tous les jours au cours de mission, il faut pas être fatigué au bout d'un jour, quoi. C'est pas possible, ça. C'est là où on se met en danger. Et donc, ouais, ouais, on essaie de maintenir un entraînement quotidien. Tous les plongeurs d'Andromède essaient de s'entraîner une fois par jour, ouais, une petite heure, du footing ou de la gym, ou voilà, tout ce qu'il faut pour rester en forme le plus longtemps possible. Comment tu fais pour pas avoir de buée dans ton masque? Moi, je fais pour pas avoir bien de masque. Ouais. Bah, je crache dans le masque. Voilà. Gabin n'aime pas ça, il trouve ça dégueu. Tu trouves ça dégueu de cracher? Et tu fais comment, toi? Tu fais pipi dans ton masque ou quoi? Bah, il a de la buée. Ben non. Alors d'abord, il y a plusieurs solutions. Déjà, il faut bien nettoyer son masque des jours avant avec du dentifrice. Tu vois, tu mets du dentifrice sur la vitre de ton masque à l'intérieur et tu le laisses avec du dentifrice pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, tu laisses comme ça ton masque avec du dentifrice. Ça fait une croûte à la fin toute sèche. Mais c'est pas grave, tu remets un peu d'eau, tu frottes un peu la vitre à chaque fois, et pendant plusieurs jours, tu laisses comme ça. Ça permet de nettoyer bien la vitre pour qu'il n'y ait plus de reste. En fait, s'il y a de la buée, c'est parce qu'il y a le silicone de ta jupe au moment où elle est moulée qui vient laisser une sorte de film de silicone. C'est ça qui fait la buée. Et une fois que tu as bien nettoyé ta vitre comme ça, après tu verras qu'avec un tout petit peu de salive, et puis tu rinces un peu ton masque, et puis voilà. Va falloir que ça te plaise ou non, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, hein. Est-ce que avoir autant d'appareils et de choses que vous avez, vous, quand on vous voit, vous êtes hyper encombré, vous avez plein de trucs, vous arrivez quand même à bouger sous l'eau? Ben oui, c'est sûr que si on n'avait rien du tout, si on était comme des apnéistes avec juste des palmes, on serait plus gracieux et on irait plus vite. Mais il n'y a pas le choix. Ouais, on y va pour ramener des choses, pour ramener des images, pour ramener des échantillons, on va y faire un travail. Donc, on n'a pas beaucoup le choix. Raison de plus pour s'entraîner, pour se faire de la gymnastique, du renforcement musculaire, pour pouvoir porter tout ça, pour pouvoir nager malgré tout ce poids sur le dos. Voilà pourquoi aussi il faut s'entraîner. Est-ce que au palier, tu t'ennuies, toi, ou t'arrives à t'occuper? Alors, au début d'une mission, ouais, on s'ennuie un peu quand on a perdu l'habitude. Mais paradoxalement, plus les journées passent, plus le palier passe facilement aussi. Quand on commence à être bien à l'aise dans sa combinaison, dans son scaphandre, quand on s'habitue au froid, tout ça, bah, après les paliers, ils passent facilement. Finalement, c'est c'est un moment où on n'a rien à faire, c'est sûr, mais c'est aussi un moment où personne vous ennuie, où personne vous demande quoi que ce soit. Tu vois, quand tu as un peu des responsabilités, tout ça, tout le monde vient te demander de prendre des décisions, et ben, au moins pendant les paliers, personne t'embête, personne te demande de prendre des décisions. Et il faut voir ça un peu comme un moment presque de méditation, même si moi j'ai jamais été très doué pour ça ou très adepte de tous ces trucs-là.
Mais il faut essayer de toute façon, on n'a pas le choix. Donc autant essayer d'en faire un moment de recueillement, de méditation, de calme, de presque. On a du mal à dormir ou à faire la sieste, mais en tout cas, il faut essayer d'en faire un moment de calme et de repos. Comment t'es venue la passion pour la photo? Ouais, ça m'est venu parce que les plongées, je trouvais que c'était trop court. Voilà, c'était trop court. Je voulais, je voulais pouvoir prolonger l'observation et finalement, la meilleure façon de prolonger l'observation, c'était de photographier ce que je voyais et puis après de pouvoir re-regarder dans le détail aussi longtemps que je veux. Donc ça, c'était une bonne façon. Et puis aussi, moi qui adorais quand j'étais plus jeune faire des dessins, etc., avoir du coup avoir une expression artistique en quelque sorte, dire ça comme ça, et ben avec la photo, c'était l'occasion de renouer avec ce plaisir-là aussi. Donc à la fois, ça me permettait de prolonger l'observation et en même temps d'avoir mon, mon mode d'expression à moi. Au retour d'une expédition, j'imagine que, tu as un regard assez critique sur tes photos et cetera. Est-ce que, tu as des photos des fois où tu te dis vraiment celle-là, elle est je l'aime cette photo et tu en as combien que tu qualifierais de réussies, tu penses, sur, je sais pas, toutes les photos que tu prends? Oh, de vraiment réussi, c'est peut-être aucune en fait, parce que je vois toujours, c'est peut-être un défaut, mais je vois toujours ce qui aurait pu être mieux, quoi. Voilà, donc réussi, ça sous-entendrait qu'on pouvait pas faire mieux. Alors non, moi j'ai toujours l'impression qu'on aurait pu faire mieux, attendre un peu plus longtemps, espérer une autre. Enfin bon, voilà, c'est peut-être lié à cette frustration que sous l'eau, tu décides jamais toi tout seul quand est-ce qu'il faut descendre, remonter quoi. Et donc, tu as toujours l'impression que c'est pas toi qui as décidé, c'est ta physiologie, c'est plein d'autres paramètres qui ont fait que tu es sorti de l'eau. Alors peut-être ça développe un sentiment de frustration qui va jusque dans les photos et qui fait que j'ai toujours l'impression que ça aurait pu être mieux. Voilà. Bon, après, souvent, c'est des photos que je vois pas du tout la première fois. Et puis des mois ou des années plus tard, quand je retombe dessus, je me dis, ah, c'était bien ça quand même. Finalement, ça reflète bien ce qu'on a vécu. Voilà. Mais bon, voilà. Je suis pas sûr que ça soit très sain de si un photographe adore vraiment ses propres photos, bon, je suis pas convaincu que ça soit très salutaire. Je crois qu'il faut être, c'est même pas fier, c'est euh, être, ne pas être honteux de ces images, ça c'est important. C'est-à-dire ne pas avoir triché, ne pas avoir fait semblant, ne pas avoir mis en scène des choses de manière exagérée. Voilà, faut, ça oui, moi je suis fier dans tous mes, toutes les expéditions Gombessa, on a montré des choses authentiques, on a montré des choses. C'est toute la difficulté, montrer de la réalité, mais une réalité qui te fait rêver. Alors c'est compliqué. Mais quand tu arrives, quand tu te dis ça, c'est bien la réalité et ça fait rêver, ça me fait plaisir. Ça, là, je suis content de cette image-là. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on pose mais qu'on t'a jamais posée? Ah, ouais. Mais je te dirai pas laquelle. Oh! Mais non! Tu as pas le droit de faire ça! Ah bah si, si. J'attendrai qu'un jour on me la pose. Oh non! C'est cruel! Ah non, si je le dis, ça marche plus. J'ai bon espoir qu'un jour ou l'autre, quelqu'un me pose cette ou ces questions-là. Un indice. Non, il n'y a pas d'indice. Je suis sûr que tu les auras quand tu seras plus grande. Alors il faudra qu'on se refasse une interview. Bah, on fait ça dans 10 ans. Voilà. Avant quand même. Ouais, peut-être qu'il faudra que tu aies 10 ans de plus pour comprendre tous ces trucs-là. Ah, bon. Ça lui fera... Alors dans 10 ans. Voilà. ça lui fera 23 ans. Ouais. Eh ben Laurent, vraiment merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous.
C'était super, on s'est éclaté franchement. Bon, Ouais. tant mieux. Et merci encore beaucoup. Bon, bah, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis, Merci. à bientôt. Peut-être on se croise au salon de la plongée, non? Ouais, carrément. Ouais. Ça marche. À À bientôt. bientôt. À bientôt.